tu veux délivrer et tu mets en place tout ce qu'il faut pour délivrer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ouais. Et je pense que même déjà à ce niveau-là, Mhm. ça pêche chez certaines personnes. Mmh. C'est ça, en fait, On qu'il est faut que les d'accord. gens comprennent. C'est Ouais, que ouais. tu peux pas être là, même si tu as 2 000 euros, vouloir atteindre 10 000 euros. Et à 2 000 euros, Tu délivres pas. tu délivres pas. Ouais. Voilà. Monsieur Arthur Epassa, bonjour. Bonjour, Réfé, comme je l'appelle. C'est comment? Oh, ça va très bien. Ça Ça va? bien. Et toi? Très bien, comme toujours. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que je pense que tu as la clé pour que nos salariés ou futurs entrepreneurs atteignent leurs ambitions. On est d'accord avec ça? Écoute, j'espère avoir la clé, en tout cas. Je vais essayer de donner les clés. D'accord. Les clés pour ça, ouais. C'est quoi, toi, si tu devais dire ta valeur ajoutée, ce que toi, tu peux apporter à nos entrepreneurs, c'est quoi exactement? Les entrepreneurs, Ou plutôt, non, j'ai parlé d'entrepreneurs. À force de parler d'entrepreneurs, non, parce que nous, on a décidé aujourd'hui que ce dont on voulait parler, c'était de plutôt à notre cible qui est pour l'instant encore salariée, et on veut qu'elle obtienne les moyens de ses ambitions. Voilà, c'est ça. Et pour pouvoir entreprendre après ou investir après, faire ce qu'elle veut. Et donc, c'est quoi l'idée forte qu'on va développer aujourd'hui avec toi et pour leur donner un peu de teasing sur ce dont on va parler? Ah, c'est intéressant déjà. Je vais revenir dessus un peu sur le fait qu'on parle de salariés. Parce que je pense que l'entrepreneuriat est un peu sexy en ce moment. Tout le monde parle d'entrepreneuriat et tout ça. Et l'idée forte que moi je voulais faire passer aux salariés, c'est que un entrepreneur qui fait 1 000 euros par mois n'est pas mieux qu'un salarié qui fait 10 000 euros par mois. On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, moi, je suis convaincu que ça ne sert à rien de courir dans l'entrepreneuriat si c'est pour gagner 1 000 euros par mois durant les 30 prochaines années. Et donc, un salarié se doit, avant même de passer entrepreneur, être entrepreneur dans sa tête et pouvoir aller chercher le maximum de salaire qu'il peut, le maximum de compétences qu'il peut et le maximum d'influence qu'il peut en termes de réseau. Parce que c'est ça qui va lui permettre de faire un saut, mais un vrai saut dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je suis vraiment un fervent défenseur on va entreprendre parce que on peut avoir beaucoup plus que ce qu'on avait quand on était salarié. C'est ça, en fait, Toi, t'es de ceux qui encouragent les gens à entreprendre pour gagner de l'argent véritablement. Pas entreprendre juste pour l'impact, on en parlait juste avant. Pas entreprendre pour vivre de sa passion, mais tu te dis, il faut être en mesure de vivre bien et vivre très bien, très confortablement de son business. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça que je dis. Je dis pas que l'impact n'est pas important. Je dis pas que vivre de sa passion n'est pas important. Ce que je dis, c'est que oui, il faut avoir des ambitions. Et quand on a des ambitions, quand on va pour devenir entrepreneur, un entrepreneur qui a des ambitions, c'est un entrepreneur qui veut faire du cash. Un entrepreneur qui veut effectivement avoir des résultats financiers. Et oui, il faut avoir en fait, il faut vouloir faire de l'impact, il faut vouloir avoir tout le reste. Mais comment est-ce qu'on mesure le succès d'une entreprise? C'est avec les impacts, c'est avec l'impact financier, c'est les résultats. Donc c'est ça que je veux dire. C'est pas que c'est pas important, mais. Et ce que tu dis, c'est que si c'est pour avancer, aller dans l'entrepreneuriat en galérant, il vaut mieux être salarié. Et parce que il est possible de gagner très bien sa vie en étant salarié. Parce que souvent sur LinkedIn, tu dis toujours oui, je suis passé de à 100 000 euros de salaire. C'est ça que tu dis. Ouais. Donc toi, t'as vraiment fait 100 000 euros de salaire? Oui, je fais 100 000 euros de salaire. Ouais. Ah, tu dis ça, pour ça c'est normal. Et tu dis que tu peux accompagner les gens pour que eux aussi gagnent 100 000 euros. Six figure, tu vois, comme il y a
Et il y a plusieurs personnes qui gagnent 100 000 euros. Et je pense que même annuel, autour de vous, on est d'accord. Annuel, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent 100 000 euros annuellement, que vous voyez peut-être autour de vous, que vous ne savez pas. Il y a des secteurs dans lesquels on gagne facilement 100 000 euros. Il y a des compétences qui sont recherchées qui permettent d'atteindre ces chiffres-là. Donc, c'est pas des chiffres qui sont tabous. Et c'est peut-être là le premier pas vers les ambitions d'un salarié. C'est de se dire, est-ce que je vais atteindre un certain niveau? Et une fois qu'on a défini ces objectifs, on se dit, comment on va les atteindre? Donc, oui, moi, j'ai atteint 100 000 euros. Effectivement, j'étais pas à Paris, je travaillais pas à Paris, j'étais jeune en plus. J'étais dans un secteur où les gens gagnaient beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup de sacrifices derrière, mais on atteignait effectivement ces chiffres-là. Mais est-ce que tu peux expliquer pour que les gens comprennent? Ouais, ici, on parle no bullshit. C'est vraiment concrètement quel était le secteur? Moi, je sais, c'était quel secteur. Mais voilà, quel secteur, quel type d'activité, et comment est-ce que dans ta tête, t'en es arrivé à ça, finalement? Je vais peut-être repartir. Effectivement, moi, j'ai fait mes études d'ingénieur à Paris. Et quand j'étais en études d'ingénieur, je m'étais posé la question de savoir quelle carrière je voulais avoir. Et qu'est-ce que je voulais avoir dans ma carrière. C'est d'où l'importance, effectivement, de définir ce qu'on veut, de définir un peu le type de vie que l'on veut. Et il y a deux choses que je voulais dans ma vie quand je me suis lancé dans ma carrière. La première chose, c'est que je voulais voyager. Voilà. Je voulais vraiment découvrir pas mal d'endroits. Et la deuxième chose, c'est que je voulais vivre bien. Je ne pensais pas forcément à avoir un très, très gros salaire, mais je voulais vivre bien. Et donc l'intention de voyager m'a amené justement à rentrer dans le monde du pétrole et gaz. Je savais que les salaires étaient élevés, mais je savais surtout qu'ils voyageaient beaucoup. Voilà. Donc je me suis retrouvé dans le secteur du pétrole et gaz. D'accord. Et je suis parti à l'étranger. Voilà. Et quand je suis parti à l'étranger, je suis arrivé à l'étranger, je gagnais pas forcément 100 000 euros. Et à ce moment-là, par contre, j'ai commencé à discuter avec des personnes dans le pétrole et gaz qui gagnaient 100 000 euros, qui n'avaient pas forcément même fait des études d'ingénieur, mais qui étaient positionnés sur une niche, sur une expertise qui était très demandée, et on les payait 1 000 euros la journée. Donc, une fois que j'ai pu me rendre compte de ça, une fois que j'ai pu discuter avec ces personnes-là, je me suis dit, comment est-ce que moi aussi je pourrais atteindre ces niveaux-là? Et c'est comme ça que cet objectif, je me suis rendu compte que cet objectif était quelque chose qui, pour moi, en fait, devenait important, pas pour l'argent en tant que tel, mais c'était pour moi de me dire, ces personnes-là, venant d'où je viens, c'est-à-dire les études, souvent quand tu les fais à Paris, on te dit, quand tu as fait les grandes études, tu vas réussir et tu vas avoir une bonne vie, quoi. Mais là, tu vois des gens qui ont fait beaucoup moins d'études que toi, mais qui, parce que stratégiquement, ils se sont positionnés sur des secteurs qui demandent des compétences spécifiques et qui sont prêts à payer ces salaires-là, ils ont atteint ce sommet-là. Je me suis dit, c'est peut-être ça la clé. C'est comment est-ce que tu te positionnes et surtout, qu'est-ce que tu rapportes à l'entreprise? Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on te paye. Ouais, totalement. Parce que ces personnes-là, ils géraient des budgets, je peux vous dire, ils géraient des budgets à 30 000 euros la journée. Donc, 30 000 euros la journée? Ouais. D'accord. Je veux dire, c'est que ce qu'ils rapportaient à l'entreprise, c'était 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros la journée. Donc, l'entreprise payait 1 000 euros la journée pour une personne qui a une compétence rare. Ça coulait de source. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ce que tu dis aux gens, c'est que si votre objectif, c'est de gagner 100 000 euros par an, eh bien, il faut que vous vous positionnez. C'est surtout une question de secteur dans lesquels stratégiquement il y a beaucoup d'argent. C'est ça que tu dis? Exactement. Et il y a beaucoup d'argent parce que tu gères des dossiers où il y a beaucoup d'argent, et finalement, toi, tu prends qu'une part plus ou moins infime de ce beaucoup d'argent-là. C'est ça. Exactement. Ça, c'est la réalité du salarié, c'est la réalité de l'entrepreneur. Un entrepreneur ne va pas payer quelqu'un 1 000 euros la journée si cette personne lui rapporte 1 100 euros la journée. Ça fait pas de sens. Les entreprises nous payent parce qu'on leur rapporte pas mal d'argent. Et il faut le comprendre, il faut l'accepter.
Et il faut apprendre à jouer avec. Et donc, oui, la première chose à faire, c'est de savoir le secteur, comment est-ce que ça brasse de l'argent, et quelles compétences ils recherchent. Donc, c'est vraiment ça, finalement, la clé. Quand on regarde tous les secteurs, c'est ça. On va regarder la finance. Ils payent les gens à plus de 6 chiffres facilement. Quand on va regarder Amazon, j'ai travaillé chez Amazon, ils payent les gens facilement à plus de 6 chiffres. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont une croissance folle. Et ils ont besoin de ces personnes-là qui permettent de faire tourner la boîte. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous positionner dans une entreprise, dans un secteur qui, déjà, brasse beaucoup d'argent et qui a besoin de certaines compétences pour continuer dans ce domaine-là. La tech, c'est pareil. Pourquoi est-ce que la tech, les personnes gagnent beaucoup d'argent? C'est parce que dans la tech, ils gagnent beaucoup d'argent et il y a des compétences spécifiques dont ils ont besoin. Donc, une fois que vous les avez, vous êtes capable de pouvoir rentrer et obtenir des salaires aussi assez élevés, quoi. Totalement. Effectivement. Et effectivement, c'est ça le premier positionnement. Mais après, j'imagine que une fois que tu as identifié le secteur, ça c'est un peu une analyse exogène par rapport à notre personne. Mais après, il y a des choses en toi qui font que soit tu arrives pas à switcher, comment est-ce que tu fais pour pénétrer dans ce nouveau secteur? Ça, c'est des choses que j'imagine que auxquelles tu as réfléchi, parce que je sais que tu réfléchis beaucoup aux soft skills, tout ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour devenir le bon profil pour intégrer ce type de boîte? C'est une question... c'est une question intéressante, mais je vais peut-être prendre mon cas avant de partir un peu plus généralement. Quand moi je suis rentré dans le oil and gas, il y a plusieurs, on va dire, défauts que j'avais à ce moment-là qui auraient pu m'empêcher d'entrer dans le oil and gas. Okay. Et quand je parle de défauts, c'est plus par rapport à ce que je recherchais. Hein. La première chose, déjà, je n'étais pas très à l'aise en anglais. Donc je faisais ce que je pouvais, mais j'étais pas très à l'aise en anglais. Et donc en fait j'ai dû travailler mon anglais. D'accord. Et j'ai travaillé mon anglais pendant 3 ans. Donc je peux vous dire qu'en école d'ingénieur, quand je savais déjà que je devais rentrer dans le pétrole et gaz, j'ai commencé à travailler mon anglais. Je regardais des séries en anglais. Ça m'habitue à l'anglais. Et même quand j'ai décroché mon poste, je parlais pas super bien anglais, mais au moins je pouvais avoir une conversation et donc le recruteur pouvait comprendre ce que je disais, quoi. D'accord. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose que j'ai eu à faire, c'est j'ai fait beaucoup de réseaux, énormément de réseaux. Je suis même parti à Barcelone à certaines conventions depuis Paris pour aller rencontrer les personnes de l'entreprise dans laquelle je devais rentrer, parce que étant en France, j'étais pas positionné pour pouvoir rentrer là où je suis rentré. Alors attends, ça il faut que tu nous expliques comment est-ce que tu as fait. Parce que moi je suis d'accord, enfin bon, de toute façon les gens ils savent, moi le réseau c'est mon sujet, mais quelle stratégie t'as mis en place, tu vois? Est-ce que t'es allé sur LinkedIn, t'as commencé à regarder comment est-ce qu'on recrute, tu vois? Comment est-ce que t'as fait? C'est intéressant parce qu'en plus, ce que je déroule, j'accompagne les gens justement à pouvoir trouver leur travail de rêve. Quand je parle de rêve, c'est-à-dire le poste qui te fait vraiment vibrer, mais qui te fait un peu peur parce que tu te dis comment est-ce que je vais l'avoir. Mais j'accompagne les gens et c'est cette stratégie que moi j'avais utilisée que j'apprends aux gens. Et effectivement, j'avais beaucoup utilisé LinkedIn. Et donc, il y a plusieurs étapes dans cette stratégie. La première étape, une fois que vous savez ce que vous voulez, vous connaissez les entreprises que vous visez, il faut pouvoir approcher les personnes sur LinkedIn. Donc, la première chose, c'est identifier ces personnes, les personnes qui travaillent sur LinkedIn. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on les accroche. Et là, c'est là qu'on parle un peu de comment est-ce qu'on scripte le premier email. Comment est-ce que quel sujet on parle. Il faut un peu analyser la personne et analyser un peu le parcours de la personne. Parce que quand tu les approches à ce stade, c'est pas encore pour rentrer dans la boîte. C'est pour créer c'est juste créer du lien, quoi. C'est plus créer du lien, mais c'est avec l'intention que mais pas directement, quoi. C'est ça me que je veux recommander, mais pas directement. C'est pour ça que je disais, il y a toute une approche, un peu comme une approche marketing, finalement. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord que la personne puisse vous répondre. Parce que si la personne vous répond, ça veut dire que vous avez suscité son intérêt. Et donc, il faut pouvoir
trouver les accroches. C'est exactement comme dans le marketing. Ouais, je vois très bien. Il faut trouver les accroches. La première accroche, trouver les bons angles. Ça, c'est la première chose. D'accord. Une fois que la personne vous a répondu, maintenant, il y a la deuxième phase qui est de créer la discussion et les liens de manière continue. Comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur à une personne au travers de LinkedIn pour qu'elle ait envie de pouvoir continuer la conversation, qu'elle ait envie de pouvoir vous connaître plus et qu'elle commence à avoir ce lien-là et sentir ce lien-là. C'est réagir au post, c'est quoi? C'est ça. Bon, moi, à l'époque, je faisais pas de post. Ouais. Donc, c'était mais je pense 2010. réagir au post de la personne elle-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Et à l'époque, il y a quand même moins de posts que maintenant. Je pense que maintenant, effectivement, on a même la possibilité, si la personne poste, de pouvoir réagir au post. C'est oui. ça. Mais généralement, les salariés, il n'y a pas beaucoup de salariés c'est vrai. qui postent. Donc, moi, c'était vraiment dans l'inbox. Okay. Voilà, c'était de comment est-ce que je fais pour faire réagir la personne et ensuite, comment je fais pour alimenter la conversation. Puis, comment je fais pour passer à la troisième étape qui est pouvoir discuter au téléphone. D'accord. Donc, tu proposes un café avec ton prospect ou ta cible ou un truc comme ça. Exactement, tu proposes un café avec ton prospect et ta cible. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui parlaient anglais et qui n'étaient pas forcément à Paris. Donc, c'est proposer un appel téléphonique. Ok. Mais pour qu'une personne qui ne vous connaissait pas il y a 2 semaines, qu'elle ait envie de prendre un appel, il faut que vous ayez dans la conversation, puis alimenter, et discuter et créer le lien. Totalement. Mais comment t'as fait toi alors? Raconte. Concrètement, il faut déjà comprendre la psychologie. C'est que vous allez contacter 100 personnes, vous n'allez pas avoir le retour de 100 personnes. Totalement. Il faut déjà le comprendre. Ok. Moi, comment j'avais fait, c'est que vu que c'était une grosse boîte, en fait, je contactais toutes les personnes qui travaillaient. C'était quoi ta cible, la boîte? Moi, c'était dans le pétrole, donc c'était Schlumberger à l'époque. Schlumberger. Okay. Et c'était Schlumberger à l'étranger. Donc, en fait, je contactais toutes les personnes qui travaillaient en tant qu'ingénieur dans le secteur. Ok. Voilà. Donc là, je fais ma liste, j'ai mes critères et je commence à envoyer les emails. Et je commence toujours l'email un peu par voilà, j'apprécie beaucoup votre parcours. J'ai vu que vous avez fait tant. En faisant tant, donc la personne comprend déjà que vous avez bien regardé son profil. Vous parlez de quelque chose, c'est sa vie, donc dans tous les cas, elle va dire au moins déjà les premières phrases. Ensuite, derrière, c'est d'expliquer comment mon projet professionnel est inspiré par le leur et donc comment leur parcours, en fait, peut me permettre de clarifier mon projet professionnel. D'accord. Voilà. Et je finis toujours par leur faire comprendre qu'en fait, ils peuvent être du grand aide. C'est-à-dire que s'ils acceptent de me parler de leur métier qui m'intéresse fortement, moi, ça peut me permettre de vraiment clarifier ce projet professionnel que j'ai en tête. Donc, il y a 3 choses finalement dans la psychologie. C'est que la première, c'est pour créer le lien, il faut montrer à la personne que vous la comprenez. Et donc ça, quand on commence par j'ai vu que vous avez fait tant, et c'est quelque chose que j'apprécie fortement, ben ça, c'est la première chose pour créer le lien. La deuxième chose, c'est quand vous lui expliquez que vous avez ce projet professionnel-là et que vous cherchez des personnes qui sont passées par telle ou telle entreprise, vous lui expliquez pourquoi vous la contactez. Donc, vous n'êtes pas juste en train d'essayer de lui faire perdre son temps. Et le dernier point, c'est que les personnes veulent être utiles. Les personnes veulent se sentir importantes. Totalement. Et quand une personne vous aide sur un projet qui est quand même solide, elle se sent importante. Donc ça, c'est le dernier point par lequel vous allez clôturer. D'accord. Et il y a une dernière astuce qui est très importante à faire. C'est que les personnes peuvent avoir la pression de se dire, attends, il faut absolument que je réponde au message. Et ça peut créer un peu de tension qui font en sorte que la personne ne revienne pas vers vous. Ben, vous pouvez toujours terminer par expliquer à la personne que elle a le droit de pas répondre, mais qu'effectivement, si elle répond, pour vous, ce serait quelque chose qui pourrait changer votre vie. Alors que pour elle, ce serait peut-être rien. En fait, c'est pas grand-chose. Donc, vous montez un peu l'enjeu tout en enlevant la pression à la personne. D'accord. Voilà, ça, c'est un peu les 4 parties du script. D'accord. Qu'on en adapte en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Totalement. Et c'est quelque chose qui marchait plutôt bien, on va dire. Après, comme j'ai dit, faut
pas vous attendre à avoir 80% de taux de réponse. Donc la persévérance est très importante dans cette démarche-là. Et aussi, la suite est très importante. Parce que derrière, il faut quand même aussi être capable de pouvoir poser les bonnes questions à la personne, entretenir la conversation et voir comment vous pouvez lui apporter de la valeur aussi. Voilà, il y a des personnes, par exemple, qui me disaient, ah oui, vous habitez à Paris et tout ça. Bah, tout de suite, c'est, ah oui, vous êtes déjà venu à Paris. Ouais, tu crées du small talk quand même aussi, quoi. Ça bien sûr, c'est une conversation. Ouais. Mais en fait, tu fais que du small talk. La personne sait de toute façon que tu cherches, tu es intéressé par la boîte. Mais c'est que du small talk pour créer ce lien-là. D'accord. Et c'est quand vous allez être au téléphone que là, tu pourras maintenant, comment est-ce que ça se passe dans la boîte, comment est-ce que l'évolution, comment ça se passe, comment est-ce que la politique d'entreprise se passe. Et c'est à la fin qu'on va peut-être poser la question de savoir, mais attends, si on veut rentrer, comment toi tu as fait pour rentrer? Mais ça, c'est des questions que, une fois que vous avez fait ce small talk là, que vous avez créé le lien. C'est plus facile. C'est plus facile. Totalement. Donc c'est un peu comme ça que moi c'est ce à quoi j'ai procédé. Et en fait j'ai répété ça sur plusieurs profils. Sur plusieurs profils à chaque fois, avec plusieurs années après, quand je voulais en fait c'est pas une histoire de 2 mois. Ça a duré longtemps. Le processus a duré longtemps. Ce processus-là, oui, il a duré 1 an. 1 an. Okay. On travaillait déjà à Paris, hein, en fait. Et j'ai continué à le faire et il a duré 1 an. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené en Espagne alors? T'as dit que t'es parti à Barcelone. Ah oui, ça c'était parce qu'il y avait une convention. De la boîte elle-même? Il y avait une convention dans le secteur. Ok, d'accord. Donc la boîte c'était une de mes cibles, mais en fait le secteur a totalement été en entier était ma cible. Donc j'ai décidé de partir à Barcelone pour pouvoir discuter avec les personnes du secteur. Et pourquoi aussi je faisais ça? Je savais très bien que c'était pas en plus c'était même pas une convention de recrutement. Mais pourquoi je faisais ça? C'est parce qu'après je pouvais parler de ça dans les différents messages. Quand j'envoyais un message, je disais, attendez, je reviens de Barcelone où j'ai rencontré tel de la boîte. Ok, d'accord. La personne ne la connaît peut-être pas, mais elle va rentrer dans son système, aller taper et voir qu'effectivement, c'est vrai. Quelqu'un qui est là-bas. C'est quelqu'un qui est dans la boîte. Okay. Donc tout ça, ça permettait d'alimenter les différentes conversations que j'avais eues, de montrer mon intérêt pour le secteur, de montrer ma motivation. Tout ça, ça participait de ça. D'accord. Oui, parce que c'est sûr que si tu es suffisamment motivé pour aller jusqu'à Barcelone pour rencontrer les gens de la boîte et qu'après, finalement, ça te crée du contenu. En fait, c'est comme si tu créais du contenu pour pouvoir échanger avec les gens. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a été décisif pour que tu puisses intégrer la boîte, selon toi? Parce que tout ça, finalement, tu t'es préparé et à un moment, tu as vu une fenêtre et boum, t'es rentré et là, t'étais prêt. C'est ça? Je pense que ce qui était décisif après, au final, quand on réussit à décrocher des entretiens, ben, il faut quand même délivrer. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir bien les passer les entretiens. Il faut les réussir. Et donc, à ce stade-là, généralement, on est quand même en compétition avec des personnes qui sont aussi très brillantes. Et moi, je pense que ce qui m'a aidé à me démarquer, c'était justement toute la démarche que j'avais faite. Parce que au dernier entretien avec le recruteur, c'était très facile pour moi de dire, je sais que mon profil n'est pas le profil typique parce que de un, moi j'ai fait mes études en France et là où on cherche un poste pour quelqu'un directement en Angleterre. Je parle pas forcément anglais, mais justement depuis 1 an je me suis formé et là où vous voyez qu'on arrive à avoir une conversation, j'ai rencontré telle personne de votre boîte à Barcelone. J'ai discuté avec telle personne. Ils m'ont bien expliqué ce que vous faites et voilà les 3 points, les 3 raisons pour lesquelles je pense que je vais tout déchirer dans votre boîte. Ça fait une différence. Comparé à des personnes qui peut-être sont rentrées parce que il y avait des forums dans leur pays et qui du coup arrivent de manière un peu plus confortable. Ils arrivent et se disent ok, moi je suis dans la bonne école, je suis dans le bon pays, je parle anglais, donc je vais se mettre reçu. Mais vous avez en fait tout ce bagage là, comme vous dites, tous ces historiques là qui permet finalement
de raconter une histoire qui va rester dans la tête du recruteur. T'as créé une stratégie. En fait, t'as fait une stratégie qui doit t'emmener à faire en sorte que ton profil soit différent de tous les autres au final. Ouais, mais en fait, là par contre, la stratégie, elle était pas voulue. Ah. Elle était pas voulue parce que j'avais ce contenu-là parce que j'avais vécu cette recherche-là de cette manière. Parce que je cherchais à changer de trajectoire. C'est-à-dire que je voulais quitter Paris, je voulais partir à l'étranger. Tu l'as pas fait en te disant que ton profil de ce fait sera atypique par rapport aux autres. Non. Toi, tu t'es juste dit, c'est le meilleur moyen d'atteindre mon objectif. Exactement. Oui, je me suis dit, j'ai envoyé mes CV. Ça n'a pas marché. Comment je fais pour atteindre mon objectif? Parce que cet objectif-là, il me tenait vraiment à cœur. Comme on dit, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc, tout le sujet. je voulais vraiment les atteindre. Donc, moi, j'ai pas lésiné sur les efforts à faire parce que je savais que je voulais absolument voyager et que je voulais pas rester dans une tour à la Défense. Donc, voilà. Et c'est après, quand j'ai commencé à préparer les entretiens, que je me suis rendu compte de toute la richesse que j'avais. D'accord, je vois. Au vu de tout le parcours que j'avais fait pour arriver là devant le recruteur. Je n'ai pas été parfait aux entretiens, je ne pense pas du tout. Mais je pense que ce qui a joué, c'est la richesse de ton profil. C'est la richesse de mon profil et ça a démontré ma motivation. Je pense que c'est vraiment ça qui a joué. Ouais, c'est top. C'est vraiment intéressant. Effectivement, et puis bon, ça a marché, donc on peut rien dire. Oui, voilà, effectivement, ça a marché. Donc, ça a marché. Mais après, des fois, tu déchantes, tu vois. Moi, je me souviens de mon époque de salarié où j'avais des objectifs. Je me disais, voilà, je vais rentrer à tel poste. Je me disais, voilà, un juriste, parce que le juriste, pour moi, vit bien. Et quand t'arrives à l'intérieur, tu te rends compte que, ah non, en fait, j'ai pas le salaire auquel j'aspirais. J'ai pas la considération à laquelle j'aspirais. J'ai pas le niveau de responsabilité auquel j'aspirais. Et donc après, dans la boîte, il faut que tu redoubles encore d'efforts pour pouvoir monter en salaire, monter en responsabilité. Ça, c'est des choses sur lesquelles tu accompagnes aussi? Oui, effectivement. Ça, c'est le développement de carrière. Personne ne rentre, personne ne rentre au top niveau. Oui, tout le monde commence quelque part après l'école. Donc c'est vrai, mais moi, je dis ça parce que moi, j'ai l'impression vraiment qu'on nous a menti, quoi. Je pensais que quand je sortais de la fac, bac+5, c'est bon, tu vois. J'allais sortir, j'allais être bien. Et quand je rentre, je vois les salaires 2000, 2005, je dis, mais en fait, je vais aller où avec ça, tu vois? Je vais pas m'en sortir. Mais quand je parle avec des gens comme toi, ou avec d'autres, qui sont vraiment sur la carrière et tout, je me rends compte que il y a des stratégies à mettre en place au sein des boîtes pour pouvoir grandir. Et les webinaires que tu fais, c'est ça aussi. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Effectivement, il y a des stratégies. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des stratégies. Et pourquoi est-ce que je parlais du fait que personne, en tout cas la plupart des personnes, ne rentrent pas au sommet de la pyramide? Pourquoi c'est important de le dire? C'est que ça fait partie du parcours. D'accord. Ça fait partie du parcours et il faut l'embrasser, ce parcours-là. Ok. Voilà. Et il faut accepter justement de comprendre à chaque étape ce qu'on attend de nous et ce qu'on n'attend pas de nous. Ce qu'on attend de nous est important parce que ça permet de rassurer qu'on est déjà au moins la bonne personne qu'ils ont prise. Et ce qu'on n'attend pas de nous est important parce que c'est là qu'on va se démarquer. Et c'est ça les stratégies. Il faut d'abord la première chose, il faut délivrer. Ouais. Ça, c'est la première chose. Tu as des objectifs que ton boss t'a donné au début de l'année, il faut que tu atteignes tes objectifs. Voilà. Mais tout à l'heure, quand on discutait, tu as bien fait comprendre que ça suffisait pas. Exactement. Ça suffit pas du tout. Mais c'est la base. Ok. Parce que mettre toutes les stratégies pour pouvoir créer le lien, pour pouvoir essayer d'avancer, c'est pas durable si tu délivres pas. Mais donc déjà, il faut déjà délivrer. Ça veut dire qu'il faut déjà être dans cet état d'esprit où tu veux délivrer et tu mets en place tout ce qu'il faut pour délivrer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ouais. Et je pense que même déjà à ce niveau-là, ça pêche chez certaines personnes. C'est ça, en fait, qu'il faut que les gens comprennent. C'est que tu peux pas être là, même si tu as 2 000 euros, vouloir atteindre 10 000 euros. Et à 2 000 euros, tu délivres pas. Ouais, non, on est d'accord. Voilà. C'est la base. La base, il faut que tu sois performant. Exactement. Il faut que tu sois performant. Maintenant,
une fois que tu es performant, Mhm. tu as des choses quand même qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Tu as mentionné, tu as dit, je n'ai pas la reconnaissance que je dois avoir. Oui, tu peux te performer, tu n'as pas la reconnaissance. Totalement. Ça, effectivement, ça c'est quelque chose qui arrive énormément. Mhm. Et la deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'en fait, tu sois ignoré. Ignoré dans le sens, tu peux te délivrer, Mhm. mais tu vois d'autres personnes qui montent. Mhm. Et toi, tu montes pas et tu te poses la question de savoir, mais attends, on m'ignore, en fait. Totalement. Voilà. Et c'est là que viennent en jeu maintenant les vraies stratégies. Mhm. Tout ce que l'on a l'impression de vivre, toutes les injustices qu'on a l'impression de vivre, en fait, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est est-ce que les personnes qui décident pensent que tu es la bonne personne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que toi, tu penses que tu es la bonne personne? C'est ça. C'est tout le travail que tu fais d'abord quand tu rentres dans l'organisation pour déterminer qui est celui qui décide. Et après, il y a le déblocage mentalement de se dire, voilà, il y a ce poste-là qui existe. Imaginons, au début, tu as un poste de chargé de mission ou d'opérationnel, on va dire. Après, il y a un poste de manager. Et donc, est-ce que toi, tu te sens équipé pour pouvoir occuper ce poste de manager? C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça que je dis. C'est parce que les deux stratégies, là, les stratégies sont différentes et la psychologie est différente. J'ai pas beaucoup de psychologie parce que peu de personnes en parlent, en fait. Ce que je peux te donner toutes les stratégies et tu ne les implémentes pas. Je peux te donner toutes les stratégies et tu as même peur de les implémenter. Parce que tu ne crois même pas que toi, tu es la bonne personne. Ouais, je vois. Totalement. Tu vois? Et quand tu es et pour penser que tu es la bonne personne, en fait, il y a des choses à faire. Il y a des gens qui se posent même pas la question de savoir de quelles compétences j'ai besoin pour réussir au poste auquel j'aspire. Je suis chargé de mission, comme tu l'as dit, et tu veux passer responsable. Est-ce que tu sais quelles compétences le responsable a besoin d'avoir pour pouvoir délivrer et rassurer sa direction? Parce que c'est la première chose à faire. Et une fois que tu sais ça, c'est comment tu peux développer ces compétences-là, même avant que tout le monde autour de toi pense que tu es la bonne personne. Parce qu'une fois que tu vas te mettre sur le chemin de développement de ces compétences-là, qui peuvent être des compétences en termes de vraiment techniques et des compétences managériales et des compétences d'influence. Mais une fois que tu vas te mettre sur ce chemin-là, toi, intérieurement, tu vas te convaincre que tu es la bonne personne. Et ça va transmettre. Ok. Ça va transmettre. Si quelqu'un vient te parler et qu'il hésite, même s'il ne se rend pas compte, toi, de manière inconsciente, tu vas sentir l'hésitation. C'est la même chose. Comment tu veux qu'ils croient en toi si toi, tu crois pas en toi-même? C'est vrai. Mais comment tu fais pour croire en toi-même? C'est parce que tu as identifié, par exemple, tu dis, le manager, il a la capacité à déléguer, c'est ça? Et donc moi, à mon poste, même déjà avant même que le poste de manager soit ouvert, mais je commence à déléguer, à montrer que j'ai cette compétence-là, et c'est comme ça que je vais renforcer en moi l'idée que j'arrive à le faire, donc je vais pouvoir, j'endosse déjà mon rôle de manager, c'est ça? C'est une partie, effectivement. Il y a d'abord le fait de se connaître. Et dans nos accompagnements, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que la première brique, on parle beaucoup de, effectivement, garantir ta promotion parce qu'il y a certaines actions qui font en sorte que tu deviennes le candidat évident pour la hiérarchie, tu vois. Mais tout ça ne peut se faire que si d'abord tu te connais. Parce que tu peux pas avoir la même manière de t'exprimer, la même manière de te mettre en valeur que tout le monde. On est tous différents. Il faut déjà apprendre à te connaître et connaître tes forces et savoir les utiliser. Ok. Introverti, extraverti, peu importe. C'est pas ça, en fait. Un introverti a ses forces, un extraverti a ses forces. Totalement. Donc ça, c'est la première brique, déjà, qui te permet déjà d'avoir confiance. Maintenant, la deuxième brique, c'est bien ce que tu mentionnais, c'est que si tu te dis, il y a telle compétence qu'il faut avoir, tu peux trouver des environnements où tu peux les exercer. Parce que
déléguer, ça c'est un bon exemple. Déléguer, c'est une compétence, mais si c'est celle-là que tu veux développer tout de suite, c'est peut-être pas tu prends pas peut-être le problème par le bon bout, quoi. Mais par contre, ce serait de dire la compréhension des enjeux du département. Le manager doit comprendre les enjeux d'un département. Le manager doit comprendre quelles sont les forces de l'équipe. Le manager doit savoir attribuer le travail à la bonne personne parce qu'il comprend les différentes personnalités. Totalement. Mais quand vous travaillez en projet, quand vous travaillez ensemble dans l'équipe, si le manager te voit proposer que telle personne fait ça, et c'est quelque chose que lui, il sait que ça correspond à la personne, tout de suite, tu marques des points. Ouais, il va dire que lui, il a compris. Lui, il a compris. Il a bien compris dans l'équipe qui fait quoi, qui est capable de quoi. Exactement. Quand tu proposes au manager de dire, écoutez, moi, voilà ce que moi je comprends des enjeux. Je peux peut-être me tromper, mais voilà ce que je comprends. Quand tu parles même de ça, de dire quels sont les enjeux, quels sont les objectifs à atteindre, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Quand tu poses ce type de questions à ta hiérarchie, ils comprennent. Ils comprennent que tu n'es plus au niveau d'exécutant. Tu as pris une certaine maturité professionnelle. Et toi, tu gagnes en confiance. Et eux, ils n'attendent pas ça de toi. Ça veut dire que toi, tu as le droit à l'erreur là-dessus. Mais quand tu fais pas d'erreur, tu marques tes points. Pour toi et pour eux. Et en fait, c'est comme ça que tu développes cette confiance. C'est en pratiquant. Mais finalement, tu as la plus grande opportunité parce qu'en fait, personne n'attend de toi que tu fasses ça. Donc, tu peux essayer, et en utilisant les bonnes formulations, de dire, là, je peux peut-être me tromper, mais voilà ce que j'ai compris. Est-ce que c'est... T'entraînes petit à petit. Voilà, est-ce que c'est correct ou pas? Et le manager va te dire. Tu vois? Et c'est ces stratégies-là, en fait, mais c'est parce que tu as déjà l'intention et tu as compris que je dois comprendre les compétences attendues de ce manager ou les compétences attendues de ce poste-là. Et tu montres que tu es la bonne personne avant même que les autres commencent à penser à toi. Ouais, c'est ça. Avant que le besoin se fasse ressentir. Exactement. Même. Et des stratégies comme ça, il y en a plein. C'est toujours autour de l'influence. Mais tu vois, il y a toujours ces deux parties. Il y a toujours ces deux parties qui sont importantes à développer parce qu'il y a une partie, effectivement, de carré. Il y a cette partie-là où tu montres, tu crées ce lien-là, tu montres ton niveau de compétence. En fait, tu montres que tu es capable de faire déjà le travail. Mais avant ça, tu l'as dit, il faut apprendre à se connaître. Comment tu fais pour apprendre à te connaître? Quels sont parce que c'est difficile d'avoir du recul par rapport à soi-même et à comprendre que, voilà, déjà, avoir la lucidité de comprendre les enjeux du département, de comprendre les attentes, ce qu'on attend d'un manager. Ça, déjà, c'est pas facile. Mais au-delà de ça, de se connaître soi-même et de savoir, de se dire que, voilà, voici les attentes, voici les enjeux. Moi, quelles sont les forces qui font que je vais performer à ce poste-là et sur quelles compétences et sur quel talent je vais m'appuyer pour pouvoir performer. Comment est-ce que tu fais pour les connaître, ça? Moi, je suis pas coach. Non, mais c'est bien de le préciser parce que j'aime bien le dire. Moi, je suis pas coach. Moi, j'adore plutôt tout ce qui est effectivement stratégie d'influence, communication. D'accord. Comment, en fait, créer ce lien, créer cette confiance et délivrer. C'est-à-dire que la personne devient votre fan parce qu'en fait, vous savez comment délivrer à la personne de la bonne manière parce qu'on est tous différents. Et c'est pour ça que moi, dans l'entreprise que j'ai créée, je me suis associé à des coachs. Parce que justement, cette partie connaissance de soi, c'est eux qui la maîtrisent. Et en fait, comment on fait pour se connaître? Moi, comment je fais pour me connaître? C'est que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Et donc, j'ai une certaine conscience de moi. Ça veut dire que je suis tout le temps en train d'analyser. Moi, je fais du basket. Je suis tout le temps en train d'analyser. Est-ce que j'ai bien fait ce geste? Est-ce que j'ai fait ceci? Parce que je me fais de l'auto-analyse. Donc, ça me permet, moi, d'apprendre à me connaître. Quand je fais une erreur, je me dis, mais attends, j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais sinon, la plupart des personnes doivent passer quand même par des tests. Il y a des tests de personnalité, comme le DISC, comme le MBTI. Moi, je parle toujours de ça. Voilà, c'est ça. Il y a la process comme. Ça permet, en fait, que vous compreniez votre mode de fonctionnement. Et ça vous donne un regard. Et de vous dire, OK, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut pas dire que vous rentrez dans une case, mais on a tous un mode de fonctionnement.
Et dans nos accompagnements, c'est ça, on commence toujours par un test, en fait, parce que il est important que les personnes prennent conscience de leur mode de fonctionnement. Totalement. Pour pouvoir savoir comment arriver à la destination, il faut savoir où vous vous trouvez aujourd'hui. Et c'est ça, en fait. Où est-ce que j'en suis? Qui suis-je? Et une fois qu'on fait ce test de personnalité-là, maintenant, on montre aux personnes, on leur fait prendre conscience des forces de chaque type de fonctionnement. Ok. En fonction de, voilà, toi, tu es telle personnalité, normalement, tu dois être en mesure de faire ça. Exactement. Et la personne puisse se dire, ah ben oui, effectivement, c'est vrai que là-dessus, c'est des choses sur lesquelles j'ai des facilités. Exactement. Et après, voilà, le manager, normalement, il doit avoir telle compétence. Bah, tu vois, toi, t'as les tiennes, tu matches avec les compétences du manager. Maintenant, quelle stratégie on va mettre en place dans ta boîte pour que tu puisses y arriver compte tenu de tes forces, tes faiblesses, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Et il faut se dire que, souvent, on aime bien dire que oui, les personnes timides ne peuvent pas être manager. Non. Parce que il y a des stratégies en place quand on est timide, quand on parle peu, de manager. Parce que les facettes d'un manager, c'est pas que parler, en fait. Totalement. C'est aussi écouter. C'est aussi pouvoir montrer à son équipe quelles sont leurs forces. C'est aussi pouvoir les élever. Et quand vous regardez un manager qui parle beaucoup, souvent, il écoute peu. Parce que personne n'est parfait. Mais vous serez le manager qui écoute beaucoup plus qu'il ne parle. Et votre équipe va trouver vraiment la force en ça. Parce qu'en fait, vous allez leur donner la possibilité de pouvoir éclore. Parce qu'il y a des managers qui sont plus micro-managers. Donc, en fait, c'est ça. Et vous trouvez justement cet équilibre en fonction de votre personnalité pour que vous puissiez être dans votre zone de génie. Mais ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas un mode de management. Il n'y a pas un mode de management. Il y a plusieurs. Et toutes les personnalités qui sont dans la nature peuvent se retrouver dans un mode de management. C'est ça que tu veux dire? Oui, toutes les personnalités avec la bonne stratégie. Ouais. Ça veut dire que, oui, un manager a besoin de parler de temps en temps. Mais lorsque tu es timide, ce qui va se passer, c'est que tu vas peut-être pas parler de manière spontanée tout le temps, mais tu vas pouvoir planifier quand est-ce que tu veux parler et te préparer. Ouais, c'est vrai. Et tu vas expliquer à ton équipe comment toi tu fonctionnes. Si vous avez besoin de venir me voir, venez me voir. Je ne vais pas forcément parler spontanément. Tu vois? Et une fois que tu mets les règles avec l'équipe, tout se passe bien. C'est ça, en fait, c'est que... Ouais, je comprends. Voilà, il y a des différentes personnalités, mais tu mets donc les règles en fonction de ta personnalité et tu présentes les règles, en fait, de comment tu fonctionnes à l'équipe et eux, ils vont pouvoir utiliser ça. C'est un peu ça. Et c'est pareil dans l'autre sens, parce qu'on parle de management. En fait, il y a management vers le bas, il y a management vers le haut. Ouais. Il faut pouvoir manager son manager. C'est ce qu'on dit. Cette phrase-là, les 2 dernières années, je l'ai entendue à plusieurs reprises. Je coach mon manager, je manage mon manager. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est quoi un peu manager? Je vais pas rentrer forcément dans l'étymologie du terme, tu vois. Mais en fait, manager, c'est quoi? C'est de pouvoir amener la personne où est-ce qu'on veut aller. Bon, là, c'est un peu plus aussi de leadership, mais pour moi, le management, il faut toujours un peu mettre de leadership. C'est ça, tu sais que depuis tout à l'heure, j'ai envie de te poser la question. Hein. Je me dis, bon, à quel moment je vais poser cette question-là, management versus leadership? Mais je pense qu'on en parlera après. Ben, c'est que manager son manager, c'est de pouvoir manager ses attentes, c'est de pouvoir manager ses envies, c'est de pouvoir, en fait, faire la même chose qu'on fait avec son équipe. Et, par exemple, manager les attentes, c'est un manager qui s'attend à ce que vous fassiez 10 quand vous savez que vous allez faire 5, n'attendez pas le dernier jour pour qu'il se rende compte que vous allez faire que 5. Vous êtes capable de pouvoir communiquer en amont le contexte de votre travail, les enjeux de votre travail, qui lui montrent qu'en fait, vous n'êtes pas capable de faire 10 parce qu'il y a ça. Vous managez ses attentes. Ok, je vois. Un manager qui essaie, par exemple, de vous imposer des choses ou essaie de vous pousser à faire des choses qui ne sont pas réalistes, vous ne pouvez pas juste dire oui, alors que vous savez que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous devez pouvoir communiquer sur pourquoi est-ce que c'est pas réaliste, ce que vous pourrez faire à la place, et peut-être voir si vous essayez de comprendre quels sont vraiment ses vrais objectifs, pour essayer de vraiment l'aider sur ce qu'il veut. C'est ça pour moi, manager son manager. C'est vraiment vous assurer que il puisse comprendre, il puisse aller dans votre sens pour pouvoir travailler en bonne intelligence, tous les deux, quoi. D'accord. Et ça, donc tout ça, ça doit te permettre de
gravir les échelons dans ta boîte et donc augmenter ton salaire. C'est ça que tu dis. Oui. Pourquoi est-ce que ça va permettre de gravir les échelons? C'est parce que vous devez toujours avoir en tête qu'il faut en fait qu'ils aient confiance en vous. Il faut créer la confiance. Ok. Et pour créer la confiance, il faut montrer qu'on est capable de réaliser ce qui est attendu du poste, où est-ce qu'on va aller. Voilà. Et la deuxième chose, il est capable de pouvoir créer le lien. Parce que même si vous êtes capable de réaliser, si ils ne vous aiment pas, si il y a des petits trucs, ils vont toujours trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, vous êtes capable de pouvoir gravir. Par contre, pour pouvoir augmenter un salaire, il ne faut pas juste être passif et se dire, parce que j'ai des promotions là, je vais grandir un salaire, il faut apprendre à négocier votre salaire. Ah. Depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de négociation. On n'a pas parlé de négociation. Depuis tout à l'heure. Comment tu négocies? C'est quoi les clés de la négo? Salariale, en tout cas. Ouais. Déjà, je vais vous dire une chose que tout le monde pense, négocier, ça se fait pas le jour de la négo. Si vous négociez le jour de la négo, il est déjà trop tard. D'accord. Négocier se fait toute l'année. La deuxième chose qu'il faut faire quand on veut négocier son salaire et que c'est avec une promo, il faut déjà comprendre c'est quoi la fourchette, c'est quoi le budget de ce salaire. Vous ne pouvez pas négocier au-delà de ce que la boîte ne veut pas donner. Il faut être tout à fait réaliste. Non, c'est normal. Donc, il faut comprendre c'est quoi le budget. On est là-dessus. Et donc, comprendre le budget, ça veut dire que normalement, vous devriez savoir quelle est la fourchette qu'ils sont prêts à donner, qu'est-ce que votre boss avant avait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très enthousiastes à la promotion et se rendent compte que la promotion ne rapporte et n'amène que des responsabilités. Et pas d'argent. Et pas d'argent. C'est ce que je vois beaucoup, hein. Je vois beaucoup, moi, quand je vois ma femme, là, qui est devenue directrice, quand on regarde les salaires, je dis, ah! Tout ça pour ça? T'as 10 fois plus de responsabilités, tu remplaces les gens, on t'appelle à dépanneur, et quand tu vois le salaire, tu te dis, au final, bon, et c'est parce que la personne a mal négocié. Peut-être que si elle avait bien négocié dès le départ, elle aurait senti qu'avec les responsabilités, il y avait du salaire aussi. Ouais, effectivement. Donc c'est vrai. Il faut quand même savoir le poste que vous recherchez. Il faut comprendre quel est le budget qui est associé. Et je parle vraiment de budget et pas de salaire. Et alors, c'est ça, en fait. Moi, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est un truc que je découvre, ce que tu es en train de dire là. Comment tu sais quel est le budget alloué à ton poste? Comment tu sais ça? Parce que là, ce qui nous intéresse là, l'objet de notre call, enfin, de notre podcast là, c'est d'aider les gens à maximiser le salaire. Où est-ce qu'ils vont trouver l'idée du budget? Parce qu'encore, toi, aujourd'hui, toi, tu viens avec des missions. Donc, tu viens avec un budget, tu as une charge, tu vois. Mais quand on pense salaire, je sais pas si on pense comme ça. Si? Même quand tu étais au salaire, tu pensais comme ça? Tu savais qu'a été Ah, mais si, parce que toi, tu avais des projets. Donc, tu allais sur un projet, tu savais qu'en ressources humaines, le projet, il y avait X% qui relevait des ressources humaines, c'est ça? Bah, oui, effectivement, moi, j'ai évolué dans les environnements de projet, mais ici, quand je parle de budget, c'est combien vous coûtez à la boîte et combien la boîte, dans son budget annuel, a prévu pour ce poste-là. Parce que quand il prévoit le budget et il prévoit le salaire plus les charges patronales plus tout ça, et c'est ça que ça leur coûte. Et c'est ça qu'ils attribuent. Ça veut dire que si, quand on fait l'attribution de budget annuel, on a dit, pour ce poste de manager-là, on a prévu 160 000 euros. Ces 160 000 euros-là, c'est charge patronale comprise. Et ça, tu l'as dans quoi? Dans le conseil d'administration de la boîte? Le rapport du CA? Tu trouves où cette information-là? Non, ça c'est en fait avec les connexions que vous allez vous faire dans la boîte. Ah, d'accord. Vous pouvez trouver quels sont les niveaux de salaire. Après, vous pouvez rajouter les charges salariales. Ouais. Et après, et ensuite, effectivement, il faut essayer de comprendre, c'est déjà le budget annuel de la boîte, on sait, les masses salariales, on sait, et ensuite, essayer de se rapprocher effectivement des RH. Ça, c'est un truc qui se fait au fil de l'eau. C'est d'accord. Tout ce tissu d'influence que vous créez, c'est justement pour pouvoir avoir certains types d'informations. Ok. Parce que il faut savoir une chose, c'est que votre directeur, lui, sait. Ben oui. Mais c'est ça. Mais tu sais que je n'ai jamais pensé comme ça. Moi, avant, ma seule grille, c'était quelle est ma valeur sur le marché. On sait que un juriste dans tel secteur d'activité, ça vaut tant. Quel était le salaire de la personne qui occupait le poste avant et quel est mon salaire aujourd'hui.
Tu vois, c'est tous ces éléments-là que je regarde et je me dis, en fonction de ça, voilà, ils peuvent aller jusqu'à tant. Parce que ma valeur sur le marché, c'est tant. Et dans ce secteur d'activité, c'est tant. Mais tu sais pas que ils ont attribué une enveloppe. Ça, j'ai jamais pensé à ça. Et peut-être que l'enveloppe est beaucoup plus costaud que la valeur sur le marché. Oui, peut-être. Et quand ils vont prendre quelqu'un de l'extérieur, ils vont lui donner ça parce que là, la personne va venir en négociant. Et là, tu vas te dire, mais attends. Comment lui, il a réussi à avoir ça alors que je pensais que... C'est pour ça que ça arrive, parce que là, il y a une enveloppe. Et ils vont jamais aller au-delà de leur enveloppe parce que ça, pour aller au-delà de l'enveloppe, ça demande encore d'avoir des processus exceptionnels. C'est ça. Et aucun manager ne va se risquer à aller expliquer pourquoi il va aller au-delà. S'il donne à quelqu'un, il faut savoir, en dehors de l'exercice budgétaire, ça veut dire que l'enveloppe était déjà là. Maintenant, leur job à eux, c'est de négocier au plus bas. Totalement. Et notre job, ton job, c'est de négocier au plus haut. Exactement. Et c'est vrai que la troisième partie que je voulais évoquer, c'était aussi quand même de regarder le marché, parce que ça, c'est des arguments que on va mettre sur la table. Totalement. Pour pouvoir expliquer pourquoi, effectivement, on demande telle somme. C'est sûr. Mais si une entreprise a budgétisé 160 000, que le marché dit 220 000 ou je sais pas quoi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont d'abord te dire non. Et ensuite, quand ils vont voir qu'ils ne prennent pas de candidat, ils vont se réasseoir et se dire, OK, est-ce qu'on augmente l'enveloppe budgétaire pour ce poste? Ils vont pas juste tout de suite dire que non, toi, on va tout de suite augmenter. Non, parce qu'en fait, c'est la boîte, l'entreprise, c'est tout des processus. Totalement. Après ça, c'est moi qui j'ai travaillé dans les projets, je travaille dans le pilotage d'entreprise. Plus de hauteur. Voilà, c'est ça. J'ai plus de hauteur, mais c'est ça. En fait, c'est tout un processus que la boîte essuie. Donc, et ça, c'est le quatrième point que je voulais évoquer, c'est que si vous ne comprenez pas quels sont les cycles de décision, les cycles d'enveloppe budgétaire, et que vous négociez au mauvais moment, même si votre boss veut vous aider, il ne pourra plus. Ouais, totalement. C'est fini, c'est passé. Donc, c'est pour ça que je disais, ça commence très tôt, en fait, la négociation. Demander une promotion, ça commence très tôt. Il faut comprendre quand est-ce que les promotions même sont validées. Il faut les comprendre. Totalement. Si vous venez trop tard, même s'il veut vous aider, il ne pourra plus. Et j'ai déjà vu ça chez mes clients. Des personnes qui essayaient d'avoir ça, mais en fait, c'était trop tard. On m'a dit, il faut attendre encore 9 mois. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, tu seras prêt pour l'édition d'après, quoi. Exactement, voilà. Le prochain tournoi. Ça te prépare pour le prochain échéance. Ça sera pour l'édition d'après, effectivement. Mais c'est vraiment ça. Mais donc, en fait, si je récapitule, parce que quand on parle de négociation de salaire, souvent, on se dit, je vais juste arriver, je vais dire, ouais, j'ai très bien travaillé et tout. Non, en fait, dès le départ, déjà, il faut d'abord afficher ses ambitions. Pourquoi? Parce que ça permet à votre manager, à votre hiérarchie de se dire, il veut ça. Lui, il va commencer à se dire, attends, est-ce que c'est même possible? Est-ce que c'est pas possible? Il va même vous donner des signes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, c'est de comprendre l'enveloppe qu'il y a pour ce poste-là. La troisième chose, c'est comprendre le marché. Parce que c'est votre levier. Vous devez toujours aller négocier avec un levier. Totalement. Voilà, la quatrième chose, on n'a pas forcément parlé, mais il faut maintenant savoir communiquer votre valeur. Pourquoi est-ce qu'on vous donnerait ce que vous demandez? Pourquoi? Il faudrait que vous soyez capable de pouvoir présenter ce que vous avez réalisé. Marketer, presque. Et c'est du marketing. Présenter ce que vous avez réalisé. Et nous, dans notre accompagnement, on apprend aux gens, justement, à pouvoir mettre sur papier les réalisations et surtout de montrer comment ces réalisations-là ont contribué à l'entreprise. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire. Ce ne sont pas les résultats qui comptent. Ce sont les bénéfices que ces résultats-là ont apportés à l'entreprise qui comptent. Ce ne sont pas vos résultats qui comptent. C'est-à-dire, est-ce que tu peux donner un cas concret? Un cas concret, c'est... qu'est-ce qu'on veut prendre? Ouais, je suis un juriste, je fais des contrats à l'heure et à temps. Très bien. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Quel bénéfice ça apporte à l'entreprise? Si vous êtes capable de montrer le bénéfice en disant genre que tu as gagné du temps sur tel contrat, on a gagné du temps. En gagnant du temps, le client, ça fait tant, tu vois. Ouais. Un autre exemple, vous êtes marketeur. Marketeur, vous avez géré des campagnes de publicité très compliquées, tout ça, très bien. Mais la campagne publicitaire a généré combien pour les clients? Et donc, ça a généré combien pour votre boîte? Et c'est ça que vous devez présenter. Ce que vous avez fait à la limite,
c'est bien. Ça montre que vous travaillez et que vous êtes en mouvement. Mais ce que la boîte a gagné grâce à ce que vous avez fait, c'est plus important. C'est plus important. Je vois. Donc, et ça, il faut pouvoir les présenter. Ça, c'est important. Je me rends compte que j'étais un mauvais salarié. J'ai pas bien négocié mon truc. J'ai quitté le salariat là sans avoir mis toutes les chances de mon côté d'optimiser. Mais donc ça commence par choisir le secteur, bien choisir le secteur, les secteurs qui sont rentables, les secteurs où il y a de l'argent, et après soi-même, une fois qu'on est dedans, avoir les bonnes stratégies pour aller chercher les meilleurs postes, ceux qui rapportent le plus, et ensuite bien négocier son salaire, quoi. Ouais. C'est tout ça. Ok. Il y a un autre aspect que tu voulais évoquer, c'est la productivité. Qu'est-ce que tu veux dire par là et en quoi la productivité peut permettre d'être un meilleur salarié et donc de pouvoir atteindre ses ambitions in fine? Quand on parle de productivité, c'est vrai que j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est on va dire un mot-clé, donc beaucoup de gens l'utilisent. Par productivité, moi, personnellement, j'entends l'atteinte des objectifs et la satisfaction de ton client. Et quand je parle de ton client, comme tu es en interne, ton client, c'est ta hiérarchie ou ton boss, en tout cas ton client en interne. D'accord. Et c'est ça que, quand je parle de productivité, c'est ça. Ok. Et ce qui est la base, on a dit tout à l'heure. Hein. C'est le niveau 1. Si tu fais pas ça, là, tout le reste, ça sert à rien. Exactement. C'est ça qu'on disait. C'est le niveau 1. Mais en fait, le niveau 1, la réalité, le niveau 1, c'est l'atteinte des objectifs. Et par contre, la satisfaction, c'est pas forcément l'atteinte des objectifs. Tu peux atteindre tes objectifs, mais ton boss n'est pas satisfait. Ah. Pourquoi? Parce que vous avez mal déterminé vos objectifs au départ? Il y a plusieurs raisons. Parce que vous avez mal déterminé les objectifs, parce que lui-même, il ne comprend pas ce qui le satisfait. Il ne comprend pas quels sont ses enjeux, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent même pas quelles sont eux-mêmes leurs propres motivations. Ils sont drivés par les objectifs qu'on leur a donnés en haut. Parce que la manière d'atteindre les objectifs, vous n'avez pas réussi à atteindre des objectifs cachés ou des objectifs émotionnels. Intéressant. Il n'y a pas que les chiffres. Ouais, totalement. Est-ce que vous avez fait en sorte qu'ils soient mis en valeur? Ouais. En fait, il faut comprendre que là, vous parlez d'une personne comme vous. Donc, qui a ses propres challenges, ses propres enjeux. Ouais, totalement. Et donc, c'est ça pour moi quand je parle de productivité. C'est cette productivité-là qui peut vous propulser. La productivité, juste atteindre des objectifs, ça peut vous brider si jamais vous le considérez pas l'autre. Parce que l'autre objectif, qui est de comment je satisfais les personnes dans la boîte, c'est ce que moi j'appelle le capital relationnel. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous êtes dans une relation et vous faites certaines choses qui permettent à l'autre de se sentir bien. Dans votre relation, dans la relation, dans le mariage, tu peux faire les choses qui sont justes, mais ça frustre le partenaire. Totalement. Parce que c'est fait d'une certaine manière qui ne correspond pas aux attentes, qui ne correspond même pas aux envies, même si les envies sont même pas connues. Hein. C'est ça, la personne elle-même, elle est pas au courant exact. qu'elle attend ça, qu'elle a envie de ça. Et du coup, il y a un désalignement, quoi. C'est ça. Oui, c'est le bon terme, désalignement. Et quand on parle de productivité, moi, c'est comme ça que je vois la productivité. Parce que le nombre de fois, quand même j'ai démarré ma carrière, où j'ai été frustré parce que je suis satisfait. Je suis vraiment fier du rendu que j'ai eu. Mais au final, les retours que j'ai sont très peu satisfaisants. Parce que il y a la forme, dans la manière de communiquer ce rendu-là, qui a été mal fait. Et la manière de prendre en compte, finalement, les attentes de la personne à qui on rendait ce travail. Donc, ça a dit notre boss et tout, qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Enfin, ça arrive très souvent. Et il y a des gens qui sont très frustrés dans leur carrière et qui ne comprennent pas pourquoi, en fait. Ils n'arrivent pas à créer ce lien. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à satisfaire leur manager, pourquoi ils n'arrivent pas à satisfaire la hiérarchie. Et ils ont l'impression que tout est injuste. Et à côté d'eux, ils ont des gens qui atteignent des objectifs peut-être moindres, mais qui sont beaucoup plus reconnus. Pourquoi? Parce que ils réussissent à satisfaire les attentes de la cible, de manager, des parties prenantes, parce que généralement on parle de parties prenantes en général. C'est parce que
il y a le manager, mais vous avez aussi des personnes qui sont pas votre manager direct, mais qui ont une influence très forte sur les décideurs. Totalement. Qu'il faut pouvoir satisfaire. Ouais, totalement. Et donc, il faut identifier quels sont leurs besoins. Et comment tu fais ça, justement? Il faut même déjà les identifier. Ouais. Ces personnes. Les personnes d'abord. Exactement. Quelle est celle qui prend la décision? Quelle est celle qui influence le plus le décideur? Et ensuite, comment est-ce que tu peux aider cette personne-là à atteindre ses objectifs ouais. pour que toi, elle te mette bien ensuite? C'est ça. Exactement. C'est stratégique. Hein. et il faut comprendre que c'est pour ça que finalement, développer sa carrière, c'est-à-dire de dire je veux accélérer mon évolution, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que les gens pensent. Et c'est pour ça que quand les gens se heurtent, ils se disent je vais devenir entrepreneur, je vais devenir ceci, devenir cela. Mais en fait, travailler ça te permet de te préparer à devenir entrepreneur. C'est-à-dire? Mais parce que satisfaire quelqu'un, c'est un client. Pouvoir avoir tout le temps réfléchir à te dire comment je me développe en termes de compétences, quelles compétences il faut pour le prochain niveau. Ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs font de manière régulière. Totalement. Le fait de dire je dois atteindre mes objectifs, comment je fais pour m'organiser, comment je fais pour m'assurer que je fais quelque chose en moins de temps. Voilà. Ça, c'est un truc que les entrepreneurs font tout le temps. Donc, être vraiment intentionnel dans cette démarche de carrière, généralement, une fois qu'on le fait, quand on monte bien, on évolue bien, on décide de devenir entrepreneur, mais pas par défaut, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont devenues entrepreneurs parce qu'elles se disent le salaire, c'est pas pour moi, je suis frustré, je n'arrive pas à augmenter mes revenus, augmenter mon salaire. Je crois que 80% des entrepreneurs, c'est ça. Franchement, on est d'accord. Tous ceux avec qui tu discutes, enfin, on parle pas de ceux qui ont toujours entrepris, tu vois, bon, ça c'est autre chose. Mais ceux que tu vois là sur LinkedIn, et qui se disent non, je vais devenir entrepreneur, comme c'est mon cas. Moi, c'est comme ça. C'est parce que je vois que le salariat, mais attends, je suis pas riche, tu vois. Le potentiel dehors, là, il est important. Alors que peut-être que si j'avais été bien formé, tu vois, en amont, si, t'as parlé d'intention tout à l'heure, tu vois, si j'avais pensé à une stratégie dans ma carrière pour pouvoir, maximiser mes revenus, si ça se trouve, je serais encore salarié. Parce qu'en réalité... Après, les gens, ils sont différents. Peut-être que oui, peut-être que toi, peut-être que d'autres pas. Il y a plein de gens qui disent, j'ai un de mes potes, il m'a dit, moi, je gagne plus de 20 000 euros par mois. Pourquoi je vais entreprendre? Qu'est-ce que ça va me faire? Exactement. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Tu vois? Et je le comprends, tu vois? Il est là, il a ses vacances, il a ses RTT, il a ses trucs. Il dit, c'est bon, je suis bien. Et j'investis, et c'est bon, ça me suffit. Et t'as le droit aussi, tu vois. Parce qu'il y a une hype aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, mais on n'est pas venu en France pour être entrepreneur, on est venu pour réussir notre vie financièrement. C'est tout. Je peux te dire que 20 000 euros, qui a ses RTT, qui investit, effectivement. C'est ce que je disais au début, c'est que, pourquoi est-ce que devenir entrepreneur pour pouvoir, pendant 30 ans, être tout le temps en train de, voilà, tu vois, essayer de joindre les deux bouts pendant 30 ans, 40 ans, non. Je préfère être comme celui-là, et même celui qui est juste à ses 5 000 euros et qui a sa vie, qui est organisée. Je pense que ça dépend vraiment de la vision, des objectifs de chacun, des objectifs de vie de chacun. Totalement. Parce qu'il y a les entrepreneurs qui sont jamais libres. Mais on parle de liberté entrepreneur chez les entrepreneurs qui n'ont jamais de liberté, n'ont jamais de temps. Totalement. Ça, voilà quoi. Totalement. Ça n'a pas de sens. Et en tout cas, ça n'a pas de sens d'envier ces personnes-là et moi, ça me dérange vraiment toute cette hype. Je vois pas quel autre mot, mais cet engouement qu'on a autour de l'entrepreneuriat, comme si c'était le profil ultime de ce qu'on est venu faire sur cette terre et de ce qu'on est venu faire dans ce pays. Alors qu'en réalité, non. Nos parents, ils nous ont demandé, quand on nous a envoyé là, va, vis, travaille, gagne de l'argent. C'est tout. Que ce soit entrepreneur ou salarié, c'est ça que tu allé chercher. Et c'est pour ça que ce que tu fais, c'est important, parce que ça va éviter à plein de gens d'aller dans des voies de garage, finalement, en tant qu'entrepreneur. Parce que, en tant que salarié, si tu as bien réfléchi à ta stratégie pour augmenter ton salaire régulièrement, monter, tu peux être tout à fait épanoui. C'est ça, en fait. Tout à fait. Et quand on parle de productivité, là, on a parlé effectivement d'atteindre des objectifs. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie en tant que salariés. Et qui ne travaillent pas comme on pense. C'est-à-dire, ils ne sont pas à faire 80 heures par semaine. Ah ouais? Oui. Parce qu'ils sont plus productifs? Parce qu'ils sont plus productifs. C'est-à-dire, c'est quoi les clés pour ces gens-là? Mais parce que quand on parle de productivité, c'est pas
de travailler plus. C'est de travailler plus intelligemment. Ouais. Maintenant, ça, c'est une phrase que tout le monde dit, mais moi, je vais t'expliquer ce que j'entends par intelligemment. D'accord. Moi, j'ai grandi avec les projets. Et en fait, donc, du coup, c'est tout le temps, t'as des objectifs très ambitieux, des gros projets. Tu as beaucoup d'activités. Tu as beaucoup de personnes qui tournent autour. Et tu es capable de pouvoir organiser ça pour atteindre l'objectif le plus efficacement possible. D'accord. Donc, quand on dit travailler intelligemment, c'est est-ce que je travaille sur des choses qui ont vraiment de l'impact? Parce que quand vous êtes à un poste, c'est toujours pareil. Vous avez un manager, vous avez une hiérarchie. Personne ne peut être focalisé sur 10 choses en même temps. Donc, ils ont quelque chose qui a plus d'impact à leurs yeux. Est-ce que vous êtes capable d'identifier ça et de délivrer ça? Le reste, vous allez faire ça un peu en mode au fil de l'eau. Voilà. Et en faisant ça, vous faites de la priorisation. Mais pour pouvoir prioriser, il faut savoir sur quoi prioriser. Et quand vous allez tout le temps, là aujourd'hui, je pars tout le temps, je vais tout le temps faire des présentations au COMEX et tout, là, avec ce que je fais. Et quand vous allez au COMEX, vous vous rendez compte, hein, ne venez pas leur présenter 5 trucs. C'est trop. Ils ont une question qu'ils veulent répondre et ils sont prêts à écouter 2 heures pour cette question parce que la question est importante. C'est la même chose. Cette question est importante. C'est la même chose. La productivité, pour moi, c'est ça. C'est est-ce que je travaille sur les sujets clés, les sujets stratégiques. Et une fois que vous apprenez à faire ça de manière systématique, je peux vous assurer que vous pouvez être à un poste à responsabilité. Je dis pas que vous allez travailler 10 heures par semaine, mais c'est pas forcément 80 heures ou 70 heures ou... Ah oui, non, je comprends. Ok. Ah oui, moi je pensais à autre chose, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, dans ma réflexion, je suis en train de me dire, même d'un point de vue business, ou même la réflexion qu'on avait au début sur le choix de ton secteur d'activité. En fait, t'as des sujets qui sont pas stratégiques dans les entreprises. Exactement. Il y a des entreprises qui m'appellent pour que je fasse leur podcast. Je réfléchis, je me dis, ouais, mais en réalité, ça, là, c'est, tu vois, dans leur échelle de priorité, là, aujourd'hui, dès qu'il y a un problème là, ça va, ils vont s'en aller, tu vois. Alors que si t'es celui qui leur ramène de l'argent tout de suite là, mais là, t'es stratégique, t'es sur un sujet qui est stratégique. Et tu vas avoir plus d'importance dans l'organisation et on va pouvoir te donner aussi plus d'argent aussi, tu vois. Et ça, donc, ce que toi tu dis, c'est que au final, dans toutes si on prend ta fiche de poste, imaginons que t'as 10 tâches. Donc là, c'est vraiment en tant que salarié. T'as 10 tâches. Il faut identifier sur toutes les 10 là, lesquelles sont les plus importantes pour ta direction, pour ton décideur. Et peut-être négliger les autres tâches, mais savoir qu'il y en a là, si tu dois mettre 35 heures que là-dessus, tu mets tes 35 heures là-dessus et le reste, tranquille. C'est ça que tu dis. Et en fait, ce que tu dis, et finalement, c'est une réflexion qui est plus globale en réalité, hein. Faut être stratège et n'actionner les leviers que sur ce qui compte. Et tout notre travail, finalement, c'est de devoir identifier, et ça c'est valable en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui compte vraiment, quel est le pain chez ton client ou chez ton manager, finalement, aussi. Exactement. Et tu travailles que là-dessus. C'est de la psychologie. C'est presque machiavélique. Parce que, de toute façon, les fiches de poste sont faites par des RH qui forcément ne maîtrisent pas vraiment le métier. Et en fait, la fiche de poste, il faut que ça justifie le fait d'avoir un poste. Donc, on peut pas juste mettre 2 lignes. Donc, on est obligé de tout mettre. Des fois, on va te mettre sur des fiches de poste, reporting, de ceci, de cela. Enfin, oui, on sait tous qu'on a du reporting à faire. Donc, mais oui, sur les fiches de poste, tu es directrice financière, on est quand même d'accord que on sait tous ce que le DG va te demander, hein. Où j'en suis. Où on perd de l'argent. C'est vrai. C'est ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà, maintenant tout le reste, oui, ok, c'est des ajouts. Je dis pas qu'il faut l'ignorer. Ce que je veux dire, c'est que savoir les identifier, savoir délivrer dessus et savoir communiquer à sa hiérarchie que l'on délivre dessus, ça fait en sorte que tout le reste, ils vont juste se dire,
vous êtes performant. C'est ce biais-là de se dire, oh, mais t'es performant à faire des podcasts. Donc, on a l'impression que t'es performant partout parce que t'es tellement brillant sur un truc. C'est la même chose. T'es tellement brillant sur ce qui marque que le reste, ils seront toujours prêts à avoir le bénéfice du doute. Ouais. Ah oui, ok, bon, tu peux toujours expliquer que voilà, je vais faire ça tant, tu vois. Voilà. Mais il y a des sujets sur lesquels, non, là, il faut être précis. Et il faut être percutant. C'est la même chose aujourd'hui pour moi. Voilà, quand j'accompagne mes clients, je vois très bien, c'est des choses. On peut arriver. On avait dit qu'on devait faire 10 choses. Moi, j'arrive, j'ai fait 3 choses. Déjà, j'explique que j'ai fait 3 choses et je dis pourquoi j'ai fait les choses. Dès que je dis pourquoi j'ai fait les choses, j'ai concentré dessus. C'est bon. Le reste. Ils ont oublié les autres. Parce voilà. que de toute façon, ils s'en foutaient en vrai. Exactement. Exactement. En tout cas, c'était pas leur sujet prioritaire. Et personne n'a 10 sujets prioritaires en même temps. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est clair. Non, c'est trop fort. C'est la réalité. Maintenant, il y a la psychologie, c'est qu'il faut accepter, se dire que il m'avait demandé 10 choses. En fait, je viens lui présenter 3. Les gens, il y a cette peur de se dire, il m'a demandé 10 choses. En fait, non, il t'a demandé 10 choses parce que sur le fait accompli, il pouvait dire 10 choses. Mais la réalité, c'est qu'il peut même pas s'asseoir pour écouter 10 choses. C'est pas possible. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, en fait, le boss. Mais toute la stratégie, c'est ça, maintenant, d'identifier. Et comment tu fais pour identifier que telle chose est crucial, primordial. C'est ça aussi, tu vois. Sur comment est-ce que tu fais? Quels sont les petits tips là que tu peux donner pour quelqu'un qui est dans une entreprise qui se dit, mais sur ma fiche de poste là, et même par rapport à mon manager là, comment est-ce que je fais pour trouver son pain point? Ben, il faut lui parler. Donc, il y a une stratégie déjà, il y a une stratégie, il faut pouvoir avoir des échanges avec son manager. Donc, maintenant, c'est en fonction du manager et de comment il est organisé dans sa journée, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui est certain, c'est que si un manager arrive le matin tôt et qu'il a une équipe, pour lui parler, pour avoir cette opportunité-là de lui parler et qu'il puisse vraiment aussi s'exprimer, il faut arriver aussitôt. Parce que c'est à ce moment-là, généralement, les collègues n'arrivent pas si tôt que ça. Donc lui, il va arriver parce qu'il veut avancer sur son travail. Mais en fait, quand tu arrives, tu peux lui demander est-ce qu'il veut prendre un café. Ça va prendre 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes-là, c'est là en fait qu'il va falloir poser des questions. Aussi simplement que ça. Et c'est des questions de quels sont aujourd'hui les enjeux du département. Quels sont les objectifs, mais quelles sont les difficultés en ce moment. Enfin, c'est ces questions-là. Et il va pouvoir peut-être les exprimer, ou souvent il va juste te parler des objectifs. Mais en tout cas, il va échanger. Il faut pas aller discuter avec le manager pour lui dire tu as fait quoi ce week-end pendant 20 minutes ou tout le temps. Le small talk, c'est important. En matière, quoi. Voilà, c'est important, mais il faut comprendre ce qui est dans son esprit, ce qui occupe son esprit, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et c'est là vraiment que... Et souvent, ce manager-là, il va vous dire ça, il va oublier que vous l'a dit, et une autre fois, vous allez venir lui ressortir ça, et il va dire, ah oui. Il a compris. Il a compris. C'est toi qui me l'as dit, mon gars. Il a compris. Ouais, je vois. Mais c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'on est tous des êtres humains. Et que certaines personnes idéalisent les dirigeants. En se disant, il est dirigeant, donc, j'ai été dans le cas, je suis très conscient de ça parce que je suis passé par là, de penser que ce dirigeant-là, il est forcément plus intelligent que nous, donc, il doit forcément maîtriser beaucoup plus de choses que nous, donc, forcément, il est capable de pouvoir comprendre beaucoup plus de choses que nous. Non, il est un être humain. Qui a aussi une vie en dehors du travail, qui a des préoccupations. Donc, voilà. Et parce qu'il est un être humain, il cherche quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un qui le comprend. C'est ça. Une fois que vous montrez que vous le comprenez, vous gagnez des points.